Je suis Dieu de Mike Pérez. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Il est là, il est arrivé dans les studios. Mike Pérez, bonjour Mike. La fée du logis est de retour. Et la fédéologie est de retour. Tu peux me faire les vitres là, s'il te plaît? Oui, je vais utiliser mon nouveau gadget, le robot lave-vitre. Nouveau gadget qui lave les vitres à votre place, ou presque. Oui, alors, on peut dire, ça lave, Presque. lave à ta place. Oui, Tu m'en livres 3, 4 d'un coup là, s'il te plaît. Parce que tu poses finalement ce robot sur ta vitre. Comme les aspirateurs, il fait tout seul. Exactement, et Sérieux? il fait tout seul. Et ça marche super bien, quoi. Moi, j'ai vu des démonstrations. Alors, Il tombe le gazon aussi. non. Ça, c'est le problème. C'est qu'en fait, il faut un robot pour le gazon, un pour aspirer, puis un pour faire les vitres. Le jour où on invente celui qui fait tout, Qui fait tout alors. là, tu déposes le brevet, t'es millionnaire. Milliardaire même, je dirais. Non, mais c'est vrai que ces robots lave-vitres, ça peut sembler gadget comme les robots aspirateurs, comme les robots tondeuses à l'époque où c'était sorti. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est vachement bien. Ah non, mais les vitres, Sérieusement. Je vais te dire, je vais aller en acheter un tout de suite. Parce Non, qu'il y a mais- rien de plus chiant. que- Oui. Ah ouais. Alors, il faut juste faire attention à une chose, c'est qu'évidemment, il y en a qui sont très très bon marché, puis ça lave plus ou moins, ça nettoie plus ou moins. Il y en a, ils étalent un peu le chenille, pour ne pas dire autre chose, puisque ça ne nettoie. C'est clair qu'il faut y mettre un certain budget, quoi. Voilà, c'est ça. Mais disons que voilà, ceux qui sont vendus 100 francs, je sais pas trop ce que ça vaut. Ceux qui sont vendus 300-400 francs, c'est déjà nettement mieux. Alors ça peut sembler cher, honnêtement. 300-400 francs, tu dis ouais, c'est quand même beaucoup et tout, quoi. Mais tu t'épargnes un tel travail. C'est tellement. Je crois qu'il n'y a pas pire comme non, c'est corvée si tu as des grandes baies vitrées chez toi, si tu as des vitres aussi qui sont peut-être un peu hautes, qui sont difficiles d'accès ou autres. Si tu as une véranda, par exemple, Voilà. que tu as t'as une terrasse avec une véranda qui est vitrée sur le dessus, aller faire ta vitre dessus, c'est galère. C'est galère. Donc là. Ah, puis en plus, chaque fois que tu les fais, il se met à pleuvoir. Voilà. Là, avec le robot, tu solutionnes quand même ton problème. Et donc, c'est un gain évidemment de temps, mais surtout d'énergie et d'énervement et de prise de tête. C'est sûr. Après, tu peux aussi être malin et ce genre de robot, tu mutualises. C'est-à-dire que tu te mets d'accord avec ton voisin, avec un ami ou autre, parce que c'est pas le genre d'objet que tu utilises tous les jours. Donc, si tu te dis, allez, on s'y met à deux. Ça dépend combien de vitres tu Voilà. Non, mais de toute façon, les vitres, tu les fais pas tous les jours. Non, mais je plaisante. C'est pas comme l'aspirateur que tu passes quand même régulièrement. Les vitres, tu les fais. Si tu les fais déjà, ne serait-ce que 2 à 3 fois par année, parce que tu les fais une fois au printemps, une fois au milieu de l'été, puis une fois à la fin de l'été, c'est déjà bien. Je te parle vraiment des grosses baies vitrées ou autres, quoi. Après, si tu as envie de faire effectivement tes vitres toutes les semaines, Non, justement. ça, c'est chacun son dada. Mais disons, voilà, tu peux te mettre d'accord avec un voisin, un ami, quelqu'un de ta famille en disant, allez, on se met à 2 ou 3, on achète ce robot, on se le passe, quoi. Et ok, les gars, j'aimerais faire les vitres ce week-end qui arrive et tout, parce que je suis à la maison, j'ai du temps et je vais m'en occuper. En même temps, faut juste être là pour le déplacer de carreau en carreau, de vitre en vitre, Ouais. parce que tu le poses, tu le laisses travailler, tu le laisses faire. Ça marche bien. Quand il a fini, et ça marche super bien. Moi, j'ai vu des démonstrations, notamment lors du dernier salon Habitat Jardin au Palais de Beaulieu à Lausanne, où j'ai vu effectivement un des modèles qui est le plus vendu et qui coûte effectivement dans les 400 francs environ, quoi. Franchement, c'est bluffant, ça marche super bien. Donc même sur ta vitre verticale, puisque par défaut une vitre elle est plutôt verticale, elle n'est pas à l'horizontale. C'est ça. Avec le système d'accroche, le système de ventouse, il n'y a pas de risque que ça tombe. Dans le pire des cas, il y a toujours un système de sécurité pour, si tout d'un coup, pour une raison ou une autre, l'appareil venait à décrocher, pas qu'il tombe par terre puis qu'il se casse en 1000 morceaux. Donc, franchement, la démo était bluffante. Et c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et tu sais que ça marche très, très bien chez les personnes plutôt âgées, parce que justement, c'est celles qui ont le plus de difficultés, on va dire, à aller faire les vitres, surtout quand c'est haut et puis quand il faut monter sur une échelle ou autre. Tu sais, je me fais vieux quand même. On se fait tous vieux en l'occurrence. Faut trouver les excuses pour en acheter un de ces machins. Vite. Ouais. Donc, comme je te dis, ceux qui achètent ce genre d'appareils, qui donc sont en forte augmentation, il y a une augmentation, on a presque doublé la vente de ce genre d'appareil en une année, en 2025 par rapport à 2024. Et donc, comme je te le dis, c'est un acheteur sur 10 a moins de 35 ans et la plupart, donc 4 sur 10, ce sont vraiment les personnes âgées, donc plus de 65 ans qui achètent ce genre de robot. Donc ça peut paraître
comme étant un gadget, mais on se rend compte qu'effectivement c'est quelque chose qui est très très utile et qui est très apprécié, notamment des personnes les plus âgées. Merci. Alors, voilà, vous trouvez ça où Partout, je veux dire, dans tous les magasins, maintenant tu vas même en ligne, tu tapes robot lave-vitre, tu vas en avoir 150 qui te sortent. Et puis voilà, toutes les plateformes en ligne, enfin tu peux même aller, je pense, dans des magasins de bricolage ou autres, il doit certainement y avoir ça aussi, quoi. Moi je les ai vus en ligne en l'occurrence. Trop bien. Voilà. Merci. Je pense que c'est un bon investissement. Merci Mike Perez d'avoir été transparent avec cette histoire de lave-vitre. On y voit plus clair. À tout à l'heure. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Et si on parlait basketball maintenant? 100% basket, 100% roman, 100% David Glazer. Bonjour David Glazer. Bonjour Philippe. Swish, la rubrique basketball de David Glazer. Votre rubrique, votre rendez-vous basket et culture urbaine. Aujourd'hui, direction le monde explosif du 3x3, cette version rapide, intense et spectaculaire du basketball. Et pour en parler, David, vous avez rencontré l'arbitre qui compte désormais sur la scène internationale, Milos Jovanovic, récemment nommé arbitre international FIBA 3x3. Un parcours entre la Suisse et la Serbie, entre Lausanne et les grandes compétitions mondiales. Oui, Milos Jovanovic, c'est vraiment l'exemple d'une nouvelle génération d'arbitres qui grandissent avec le 3-3. On peut les citer: Marcos Michaelides, ancien arbitre d'Euroleague, donc le top en Europe du 5-5 et un des meilleurs au monde en 3-3. Slobodan Novakovic, arbitre international 3-3. Eric Bertrand, le mentor de Sebastiano De Martis qu'on a entendu dans Swish récemment ici même. Milos, qui est né évidemment en Serbie, berceau du basket, élevé près de Lausanne dans le Lavaux. Il se définit lui-même comme un mélange suisse-serbe. Et ce double héritage, on le retrouve dans sa manière de parler du basket avec passion, mais aussi avec beaucoup de rigueur à la Suisse. D'ailleurs, quand on le regarde, il fait très sérieux. C'est aussi un conseiller financier, c'est peut-être pour ça. Allez savoir. Et justement, David, pourquoi avoir choisi le 3x3 plutôt que le basket traditionnel à 5 contre 5? Bon, en fait, Milos siffle encore un peu en 5-5. Je l'ai d'ailleurs vu arbitrer mon équipe de Romanel sur Lausanne, l'équipe 2. C'est un plaisir de le voir dans cette fonction. Mais le 3-3, c'est vraiment son jardin parce qu'il a vu très tôt le potentiel du sport. Il m'a expliqué qu'il y a 5 ou 6 ans, le 3-3 était encore un peu incompris, mais lui a senti que ça allait exploser. Il a donc décidé de se spécialiser dans cet univers plus rapide, plus physique, plus urbain aussi. Et aujourd'hui, il arbitre au niveau international et vient d'obtenir sa licence FIBA après presque 10 ans de travail. 10 ans, ça demande quoi exactement pour atteindre un tel niveau? Énormément de constance. Milos insiste là-dessus. Ce n'est pas une question d'être le meilleur, entre guillemets, mais d'être solide partout. La mécanique d'arbitrage, les règles, le physique, bien sûr, la psychologie. Tout compte. Ouais. Il raconte notamment son passage à Debrecen, en Hongrie, lors du stage FIBA décisif pour lui. Plusieurs jours de théorie, d'examen et de matchs à arbitrer sous pression. Et il a même officié lors de la finale féminine du tournoi. Un vrai symbole, une vraie marque de respect pour lui. Ouais, le 3x3 donne souvent une impression de chaos organisé. Est-ce que c'est plus difficile à arbitrer qu'un match classique? Clairement, les matchs durent 10 minutes seulement, donc ça va très très vite avec un chrono de tir à 12 secondes, la moitié du 5-5, encore plus vite donc. On est sur un demi-terrain, donc pas le temps de respirer, il y a un continuum du jeu, il faut rester concentré du début à la fin. Et contrairement aux grandes compétitions internationales, il n'y a pas de vidéo en Suisse. Tout le monde doit se reposer sur le travail d'équipe entre arbitres et la capacité évidemment à gérer la pression en direct. Ouais, et la Suisse dans tout ça, on a vraiment une scène 3x3 qui se développe. Oui, très fortement même. Swiss Basketball pousse la discipline depuis plusieurs années avec les Swiss Tours et une grande finale à Zurich. Et Lausanne joue un rôle majeur. Milos parle avec enthousiasme du 3-3 Lab de Beaulieu à Lausanne.
devenu un vrai centre de développement pour les joueurs et les arbitres. Selon lui, Lausanne fait partie des villes pionnières en Europe dans cette culture 3-3. Mais il faut dire qu'il y a tellement de joueurs à citer qui ont fait émerger le 3-3 à Lausanne et dans la région. Évidemment, on pense à Wester Molteni, Gilles Martin, Marco Lehmann, Nathan et Thomas Jurkovic, Jonathan Dubas et Jonathan Casati. On oublie beaucoup d'autres joueurs malheureusement. Mais voilà, il fallait citer cela. Culture, justement, le 3x3, ce n'est pas seulement du sport, David. Oui, exactement, c'est ce qui les passionne. Ils parlent d'une ambiance unique, musique, hip-hop. Terrain au bord du lac, public debout tout autour du playground. Chaque pays apporte son identité. Les Balkans avec leur passion presque viscérale du basket, on l'a deviné. Les Sud-Américains qui sont plutôt physiques, voire très physiques. Les Européens très tactiques. Et puis les Américains qui accélèrent énormément avec les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 en ligne de mire. Au fond, David, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre avec Milos Jovanovic? L'idée que le 3-3 est en train de devenir un vrai sport de spécialistes. Avant, on y voyait surtout des joueurs de 5-5 venus s'amuser entre guillemets l'été. Aujourd'hui, il y a des systèmes de jeu comme au 5-5, des carrières dédiées où on peut faire un peu d'argent comme au 5-5, des arbitres spécialisés qui peuvent en vivre et une vraie identité culturelle mondiale. Miloš m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, le 3-3, c'est du basket sérieux qui n'a pas oublié d'être vivant. Ah oui, ça résume peut-être parfaitement ce sport. Merci David Gazer et bravo à Milos Jovanovic qui prouve qu'entre la Suisse romande et Belgrade, on peut tracer une ligne directe jusqu'au plus grand playground du monde. Merci David Gazer, on se retrouve donc jeudi prochain pour de nouvelles aventures basketball. Merci Philippe et merci aussi à Sebastiano De Martis qui nous a mis en relation avec Miloš Jovanovic. Et Sebastiano, je lui dois beaucoup puisque au-delà d'être mon coach, comme je l'expliquais, il m'a un peu ouvert les portes de l'arbitrage et du coaching. Donc je trouve que les rencontres que je fais grâce à lui pour mes différentes publications sont passionnantes. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Les sujets de Mike Perez. Et bonne matinée, merci d'être avec nous. Mike Perez nous a rejoint après avoir lavé les vitres tout à l'heure. Oui. On va parler d'un baby boom. Oui, alors il y a eu un baby boom express dans une maternité milanaise qui était au bord de l'implosion. Ça s'est passé il y a 15 jours. La chronique des Mike. Mais que s'est-il passé dans cette maternité incroyable du côté de Milan? Ils ont eu un afflux complètement inattendu de mamans qui sont venues mettre au monde leur bébé. Figure-toi qu'en l'espace de 36 heures, Ouais. il y a eu 40 bébés qui sont nés dans cette maternité. D'accord. 9 mois avant, ça correspond à quelle date? Parce que j'aimerais savoir, c'était la pleine lune, c'était quoi? Je sais pas, j'ai pas fait le C'est calcul. intéressant Tiens, ça, parce que tiens, c'est quand même bizarre que tout d'un coup... Et pourquoi à Milan? Et pourquoi à Milan? Je sais pas si effectivement 9 mois avant, faisons le compte, mois de mai, donc ça fait au mois début juillet, je sais pas. C'est les vacances. Dans début août, pardon, ça fait début août. Ouais. Ouais, pendant les vacances peut-être, Bon. ou je sais pas, enfin. On va mener Mais l'enquête. le fait est que voilà, c'est une maternité qui a l'habitude de voir défiler des accouchements de manière régulière et tout, mais là, sans qu'il y ait effectivement vraiment une explication, tout d'un coup c'est venu ce jour-là précisément, quoi. C'était les 7 et 8 mai que ces 40 bébés sont nés dans cette maternité. Alors ils savaient plus comment faire, hein. Ils étaient complètement débordés, hein, parce que évidemment les sages-femmes elles sont là, elles s'occupent non seulement de l'accouchement dans un premier temps, mais ensuite il faut s'occuper du bébé, il faut s'occuper des mamans. Ah non, mais c'est énorme. Et en fait ils avaient même plus assez de chambres, hein, donc il y avait même c'était presque dans les couloirs que les bébés et les mamans étaient alignés, hein, parce que alors en même temps c'était bon enfant, tu vois, c'est pas une situation de crise où tout d'un coup effectivement parce que tu as un hôpital qui est débordé, parce qu'il y a un afflux massif de blessés en raison d'un accident ou autre. Donc quelque part finalement ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur, c'est vraiment le cas de le dire, mais voilà. Et vous c'est compliqué, ils s'appellent tous la même chose. Non. Imagine. Alors Mathéo lequel? Donc c'était un moment un peu chaud, un peu tendu pour la maternité sur le moment.
tout a été géré, tout a été sous contrôle. Donc voilà, à un moment donné, tu fais au mieux. Hein, Ah oui. et tout le monde Incroyable, quand même. tout le monde a su faire face à cette situation complètement inattendue et improbable. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Tant mieux. C'est l'essentiel. Mais c'est vrai que j'imagine le coup de chaud quand tout d'un coup, effectivement, t'en es à faire un accouchement par heure pendant 36 heures. Hein. C'est pas que c'était juste un pic pendant 2 ou 3 heures. Hein. Non, là, ils ont transpiré un petit moment là, pendant Étonnant quelques comme temps. pic. Hein. C'est chez nous que ça devrait arriver, ça. Comme ça, on réglerait quelques problèmes avec l'AVS pour. Il y a peu de risques. Je te rappelle que les chiffres de la natalité en Suisse sont en baisse constante. Ouais, hein. Justement, c'est pour ça que je disais ça. Bon, voilà, qu'est-ce que je te dis. Bon, merci, et puis heureusement que tout s'est bien passé finalement du côté de Milan. Merci, Oui. Mike Perez. Bon, restez avec nous, on va dans un instant. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Ah tiens, je l'ai retrouvé, un vieux 45 tours qui traînait au fond du grenier. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Bonjour Vanille. Bonjour Philippe. Comment ça va ce matin? Ça va bien et Mais vous? bonjour. Ouais, bonjour Mike. Oh, rebonjour. J'arrête. C'est combien de fois que je te dis bonjour aujourd'hui? Mais c'est pas grave, on compte plus. Quand on aime, on compte pas. C'est joli ça, c'est très bien. On a un quiz aujourd'hui, non? Eh ben oui, je vais vous tester. Un petit test pour les auditeurs et pour vous. Chronique de Vanille. La chronique de Vanille. Un quiz spécial vin avec Vanille. Mike, oui, t'es prêt pour le quiz? Oui, je suis prêt. Vous allez voir à quel point je suis nul, mais c'est pas grave. Vous n'avez non. plus d'excuses, messieurs, Mais depuis non. le temps que je vous embête avec mes histoires C'est vrai, de vin c'est vrai. suisse. Si t'écoutes, c'est bon. Voilà, et j'espère que les auditeurs aussi écoutent. C'est le moment de faire un petit test. Combien de régions viticoles compte la Suisse, selon vous? 4, 6 ou 9? 9. Alors moi, j'irais 9. Ben non, c'est 6. Ah bah voilà. Voilà. Le Valais, Vaud, Genève, le Tessin, les Trois-Lacs Ah et bah la oui. Suisse alémanique. Oui. Quel canton possède le plus grand vignoble suisse? Genève, Vaud ou Valais? Moi, j'ai Vaud. Allez, Vaud. Moi, j'irais Valais, mais j'ai un doute. C'est Philippe qui gagne. Ouais, Valais, c'est Valais. Le Valais représente à lui seul près d'un tiers du vignoble suisse. Quel est le cépage blanc emblématique du canton de Vaud? Là, vous ne Le pouvez pas. chasselas. Ah, je donne même pas d'exemple. Le chassage Le et tout. chasselas. Dans quelle région suisse le merlot domine-t-il largement? Ça Le aussi, Tessin, c'est facile. le Tessin. Bravo. Plus de 80% du vignoble tessinois est planté en merlot. Vrai ou faux, la Suisse exporte énormément de vin à l'étranger? Non. Alors, exporter Ah, c'est- énormément, j'irais pas jusqu'à énormément. Est-ce qu'elle exporte déjà beaucoup? Elle exporte, mais pas assez. Elle Et- exporte 1% seulement. Ouais, pas beaucoup alors. Mais j'ai l'impression, en tout cas sur le terrain en rencontrant les vignerons, que c'est vraiment un projet présent et futur pour beaucoup de vignerons, l'export. Donc je pense qu'on va peut-être passer à 2% bientôt. Voilà. Combien de cépages différents trouve-t-on en Suisse? Une cinquantaine, environ 120, plus de 300. Ouais, je serais tenté de dire pas tant que ça. Donc une cinquantaine. Détrompe-toi. Mais je sais pas, moi j'irais une cinquantaine aussi, parce que je pense que. Je suis extrêmement vexée à 2 doigts de quitter ce studio. Ah bon, c'est pas du tout ça. Martèle la Mais oui, mais tête oui. avec la diversité des Ouais, une cépages. centaine. Bah, 50, c'est beaucoup déjà. C'est un des pays qui Plus. compte le plus de cépages c'est au monde. Mon Dieu, quelle horreur. 320 cépages d'après Ok. José Vouillamo. On est vraiment mauvais alors, ce Ah, coup-là, c'est surtout Philippe. que je ne Bah suis oui, pas parce qu'on les a pas tous goûtés non J'ai envie plus. de pleurer, moi. Voilà. Non, faut pas pleurer pour ça. Pour si peu. Rattrapez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Quels sont les 4 cépages les plus cultivés en Suisse? Première réponse, le Pinot Noir, le Chasselas, Gamay et Merlot. Deuxième réponse, Syrah, Chardonnay, Merlot, Cornalin. Et enfin, Gamaré, Humagne, Arvin, Pinot Gris. Moi je dirais le premier. Ouais, le premier combo là. Bravo, c'est bien ça. C'est le Pinot Noir, Chasselas, Gamay et Merlot, bien évidemment. Quel cépage valaisan est souvent surnommé le trésor blanc du Valais? Fendin. Ah non, c'est la petite Arvine. Bravo. Pardon. Ouais, j'aurais pas su comme ça. Ah ouais. Oui, non. J'en aurais dit d'autres encore avant. Non, parce que le fondant c'est du chasse-là en fait. Mais, C'est ça. Bon, voilà. cépage Faut pas dire parce que emblématique, ça les hein, c'est énerve. la petite Arvine pour le Valais, bien sûr. Le vignoble suisse, justement, représente environ 0,2% du vignoble mondial, 2% du vignoble mondial, 5% du vignoble mondial. Mais en surface ou en volume? En Tu dis en surface. surface. Ouais, 2, ça me semble beaucoup, donc je pencherais pour 0,2 du coup. Bravo, effectivement. Et on représente donc 0,2%, mais on a 320 cépages sur un tout petit territoire. Donc une immense diversité sur un tout petit territoire. C'est ça. Quel cépage rouge est le plus cultivé en Suisse selon vous? Le Gamay, le Merlot ou encore le Pinot Noir? J'hésite entre Gamay et Pinot.
Moi j'hésite entre Merlot et Pinot Noir. Alors, soyez... Alors on va dire Pinot. Eh ben bravo. Du coup. C'est Pinot, ouais. Le pinot noir, bravo messieurs, c'est ce qui est le plus Ouais. cultivé pour le rouge en Suisse. Voilà, Suisse. comme ça vous en savez un petit peu plus. On est pas si mauvais, on n'a quoi. pas réussi, on n'a pas notre passeport pour les caves ouvertes. les caves ouvertes là, ça marche pas. Une petite moyenne, je pense. Une petite moyenne, ouais. Ça va, c'est Bon, on correct. fera mieux la prochaine fois. Et du coup, on vous écoutera encore mieux, ma chère Vanny. Merci beaucoup. bien, En tous les hein. cas, on vous retrouve évidemment en podcast. Partout, dans la rue à Lausanne, Au Tessin, en Tessin, dans les caveaux. de la Silicon Valley, partout. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils boivent? Non, les gens vont nous poser des questions, mais qu'est-ce qu'ils boivent le matin dans cette émission? C'est pas possible. Mais non, mais Bah, même du pas café. le temps de boire quand on parle de vin, on est de bonne L'ivresse. humeur. Oui, c'est ça. C'est contagieux. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Rencontre. Découverte. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Et comme promis, on va parler musique et littérature, mais d'abord musique. Cette année, le Blues Rules Festival souffle sa 16e bougie et confirme son statut de rendez-vous incontournable en Suisse romande. Les 5 et 6 juin prochains, le parc Montassé à Crissier se transforme une nouvelle fois en Crississippi, cet univers à part où les collines vaudoises rencontrent l'esprit du Mississippi. Depuis 2010, le festival s'est forgé une identité unique entre blues authentique, découverte musicale, artistes américains en exclusivité et ambiance chaleureuse. Plus qu'un festival, c'est une véritable communauté qui célèbre musique vivante, populaire et fédératrice. Pour en parler, je reçois ce matin Thomas Lécuyer, cofondateur et organisateur et programmateur de ce festival, le Blues Rules Festival. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Bah, tout est dit là, c'est trop bien. 16 ans plus tard, comment expliquer le succès de ce Blues Rules Festival? Bah, je crois que le succès, bizarrement, il a été assez inattendu pour nous parce qu'on voulait faire une seule édition. Enfin, on n'avait jamais une vision à long terme. Ouais. On voulait partager quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, Vincent et moi, c'est-à-dire les musiques afro-américaines, le blues, la soul, le rhythm and blues, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de festivals dédiés à ça. Il y a beaucoup de festivals de jazz, beaucoup de festivals de rock, mais peu de festivals de blues. Je crois que du coup, on a créé un rendez-vous où les fidèles aiment bien revenir et c'est pour ça que ça a du succès, je crois. Du blues sans avoir le blues. Exact. Bah ouais, parce que paradoxalement, le blues, ça évoque effectivement le coup de blues, la baisse morale, mais c'est une musique hyper joyeuse et surtout hyper dansante. Donc c'est très très festif comme festival. 16 ans déjà. Alors pour cette année, quelles sont les pépites à ne surtout pas manquer? Alors le blues, c'est une histoire de famille. C'est quelque chose qui se transmet de père en fils, entre frères et sœurs aussi. Donc C'est parmi héréditaire. c'est héréditaire. Donc par exemple, on accueille une famille anglaise. Ils sont incroyables. Ils s'appellent Kitty, Daisy et Lewis, 2 frères et une sœur. Ils sont incroyables. Ça c'est vendredi soir. Ils ont un succès phénoménal. On a aussi une autre histoire de famille incroyable. C'est celle de Marco Crescenzo et de son père Pierangelo Crescenzo, PC, qui est un bassiste hallucinant. Blue Sky, c'est le nom de leur formation. Puis on a aussi, dernier exemple de musique comme ça qui se transmet de famille en famille, Super Chicken. Alors Super Chicken en français c'est Super Poulet. Super Poulet, c'est une légende du blues américain. Ça fait 60 ans qu'il joue aux États-Unis. Et donc là, lui, il joue avec ses filles, les Super Poulettes. Et on se réjouit aussi de les accueillir. Au fond, que vient chercher le public à Crissier? De la musique ou une expérience? Je crois qu'il vient chercher une expérience. Ce que le public vient chercher aussi, je pense, c'est une offre vraiment différente aujourd'hui. L'offre des festivals, par les obligations de la loi du marché, elle s'uniformise un peu. C'est-à-dire, il y a 15 artistes qui tournent dans tous les festivals de l'été, puis point barre, quoi. Et on va les retrouver un peu partout. Seuls les petits festivals, comme le nôtre, le Blues Rules, ont l'occasion et l'originalité de proposer des choses vraiment différentes. Et je crois qu'aujourd'hui, la culture vivante en festival, elle se vit aussi pour ça, pour aller chercher des choses différentes. La programmation du Blues Rules, elle est unique en Suisse. C'est pas une formule, c'est la vérité. Les artistes qui jouent chez nous, ils viennent du monde entier et ils jouent nulle part ailleurs. Les 5 et 6 juin, et d'ailleurs dans cette émission, je vous rappelle qu'on vous offre vos places. Thomas Lécuyer, il est partout en ce moment. Il est en train d'organiser son Blues Rules Festival. Et puis, il sort un bouquin, un nouveau livre, Moondog. Et là aussi, on parle de musique. Oui, c'est le 4e roman
que je sors. Les romans précédents étaient aussi autour de la musique. J'adore écrire autour de la musique, j'adore raconter des histoires autour de la musique. Et là, c'est un roman qui plonge le lecteur au début des années 60 à Memphis, alors que la soul music commence à naître. Donc la soul music, c'est Otis Redding, Aretha Franklin, Isaac Hayes, tous ces grands noms qui ont tellement influencé ce qu'on écoute encore aujourd'hui. Et là, je m'intéresse à comment cette musique est née à travers un vrai thriller. Donc l'histoire, en quelques mots, c'est un groupe qui part en tournée de Memphis à Las Vegas, et puis un des membres du groupe est une mule en fait qui transporte de la drogue pour la mafia italienne, et du coup ça va énormément compliquer le voyage. Donc c'est comme un road movie, c'est une traversée des États-Unis avec des flics, des mafieux, des Indiens. Enfin il y a vraiment tout le décorum de l'Amérique de ces années-là. C'est une plongée historique et divertissante. C'est un roman qui fait danser aussi parce qu'il y a une bande originale du roman comme pour un film. Moondog, le vernissage aura lieu le jeudi 28 mai prochain. Alors oui, donc Moondog le 28 mai prochain à Paille-aux-Lausanne, une tournée dédicace tout l'été dans toute la Suisse, et puis une présentation aussi notamment du roman au Montreux Jazz Festival à la Lake House le 15 juillet. Il y a une suite pour le bouquin et il y a une suite pour le bouquin, bien sûr, évidemment. Il y aura le 3e tome qui va sortir dans 2 ou 3 ans. Le premier tome qui s'appelait Moon Lake, donc racontait les débuts racontait un jeune bluesman qui commence à percer dans les années 30. Ce volume-là raconte la soul music au début des années 60. Et le 3e volume, on sera à New York à la fin des années 70 avec les débuts du hip-hop et du breakdance. Ça va s'appeler Moonwalk, en hommage notamment à Michael Jackson, qui aussi a été très influencé par tous ces sons, que ce soit le blues, la soul, le jazz, etc. Moondog, le bouquin sort le 28 mai prochain aux éditions Plaisir de lire au Montreux Jazz Festival cet été. Le 15 juillet. Voilà, et puis le Blues Rolls Festival 5 et 6 juin prochain. Toutes les infos sur le site internet, je te laisse donner l'adresse. www.blues-rolls.com. Je te salue Thomas. La musique avant tout. Dans le monde show. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Sans plus attendre, on retrouve Monsieur Goemi au Suisse romande. J'ai nommé Knut Schwander. Bonjour Knut. Bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Knut Schwander, nous découvrons le canton de Neuchâtel et ses petites pépites bien cachées. Nous étions dans le haut du canton encore hier, près du lac. Aujourd'hui, on redescend près du lac. C'est ce que nous aviez dit en tout cas. Oui, absolument, c'est ce que je vous ai annoncé et je n'ai pas menti. Donc on va vraiment dans un endroit qui est les pieds dans l'eau, littoral. Donc le littoral. Et exactement. Ouais. Et je vous emmène donc à Beauvais, où il y a une sorte d'improbable buvet, enfin improbable, il ne faut pas exagérer, mais quand même, disons, a priori improbable, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que cet endroit qui s'appelle la Trinquette soit en fait une excellente adresse, parce que souvent, il y a des endroits où on mange des sympathiques petits plats qui font plaisir, mais là, on est largement au-dessus. On a donc une situation extraordinaire au bord du lac, avec un port de plaisance juste devant nous, une belle terrasse, et puis un local qui est vitré pour les jours où il ferait moins beau. Tout ça est entouré de gazon et de fleurs, et c'est un pavillon du bonheur, parce que on s'y sent carrément en vacances. Donc on a les gens qui sont en train de nettoyer leur bateau, d'autres qui partent à la plage. C'est absolument dépaysant, et ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine de la Trinquette, eh bien, elle est fine, elle est généreuse. C'est un chef, c'est Lionel Mercier, qui est aussi le patron de cette Trinquette, qui fait à manger. Et contrairement à ce qu'on pourrait attendre, eh bien, il ne fait pas des croûtes au fromage. Donc on a, par exemple, à cette saison, on a une vichyssoise. Vous savez ce que c'est ? Une quoi, vous avez dit ? Une vichyssoise. La vichyssoise, c'est un potage froid de pommes de terre et de poireaux. Je vous en dirai des nouvelles. C'est une vraie merveille. C'est très rafraîchissant, c'est gourmand. Mais il y a aussi du foie gras. Il y a bien sûr maintenant des asperges, des morilles feuilletées, et puis des poissons du lac et des tartares. Donc une carte qui est pleine de charme, un endroit qui est vacancier. La Trinquette à Beauvais, je vous le recommande vivement.
Vichyssoise. J'ai appris quelque chose, hein, c'est bien. C'est bien avec vous, on apprend tous les jours quelque chose, mon cher. J'en suis ravi. On est ravis. Et puis on a encore plus faim chaque fois. Merci Claude Schwander. Merci. On se retrouve très vite et on vous souhaite une belle journée. Au revoir. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DA.